Chers amis, chers collègues, bonjour. Je voudrais commencer par m'excuser. Ça me fait beaucoup de peine de ne pas pouvoir partager avec vous ces journées consacrées à un projet de réflexion collégiale, un projet commun dans lequel nous sommes engagés depuis de longues années. Tout d'abord, j'aimerais, si vous voulez bien, dire quelques mots de mon cheminement personnel et professionnel. Cette année marque la conclusion d'une partie de mes activités d'enseignant-chercheur, la partie enseignement, ce qui me libère, j'espère, pour poursuivre l'autre partie, la recherche. Cette année 2025 est également une année d'anniversaire personnel, dont je voulais partager avec vous les souvenirs avant de passer aux choses sérieuses, comme on dit. Ça fait 50 ans que j'ai commencé mes études de langue chinoise et du monde chinois. C'était en 1975 que j'ai franchi les portes de la School of Oriental and African Studies à Londres. C'était le commencement d'un demi-siècle d'activité consacrée à la poursuite des études chinoises ou la sinologie, terme orientaliste qui néanmoins nous a permis de ratisser large et de poursuivre des pistes fermées à d'autres langues et aires culturelles. L'année 1975, c'était aussi l'avant-dernière année de la révolution culturelle en Chine. La guerre du Vietnam venait de conclure avec la chute de Saigon, aujourd'hui Ho Chi Minh Ville. Les Vietnamiens l'appelaient la guerre de 10 000 jours. Une guerre qui avait commencé 20 ans auparavant, en 1955. Une guerre anticoloniale qui avait constitué la toile de fond de ma jeunesse. Toujours là, en noir et blanc sur l'écran de la télévision, chaque nuit. Les États-Unis n'ont été extraits que grâce à la diplomatie pragmatique du régime Nixon et l'habilité d'Henry Kissinger, un criminel de guerre dépeint en héros du siècle. La conclusion de la guerre au Vietnam aurait été impossible sans l'avènement de l'entente sino-américaine, qui marquait un changement de cap dans la guerre froide, qui a vu le régime chinois s'allier avec le tigre de papier américain contre l'Union soviétique. Au contraire de la plupart de mes camarades de classe à l'époque, je ne suis pas venu étudier la Chine et les Chinois en poursuite d'un rêve maoïste, ni d'un rêve taoïste. J'avais deux autres motivations, une admiration pour ce que je considérais à l'époque comme la poésie chinoise, c'est-à-dire la poésie prémoderne, et aussi par nostalgie de mon grand-père, originaire de Nanhai dans le Guangdong, émigré en Europe en 1911 et qui avait été une présence constante, quotidienne dans ma vie jusqu'à l'âge de 7 ans. Cette seconde moitié des années 70, qui débutait en 1975, était des années charnières sur le plan de la géopolitique. Et en tant qu'étudiant à Londres, il était impossible d'échapper aux débats et mouvements en cours. La fin de la révolution culturelle, la chute de la bande des quatre en 1976, la prise de pouvoir de Deng Xiaoping dans les années qui suivirent, je me souviens en particulier de réunions d'enseignants-chercheurs et d'étudiants à SOAS juste avant Noël 1978. On venait d'apprendre l'assassinat d'un de nos professeurs, Malcolm Caldwell. Il avait réussi à avoir un entretien avec Pol Pot au Cambodge le 22 décembre. Et quelques heures après, on l'a trouvé mort, une balle dans la poitrine, dans sa chambre d'hôtel. 3 jours après, en écoutant la radio, j'ai appris l'invasion du Cambodge le jour de Noël 1978 par l'armée vietnamienne. Le régime de Pol Pot et les Khmers rouges étaient tombés. Et puis tout de suite après, en février 1979, dans la foulée de la reconnaissance diplomatique de la République populaire de Chine par les États-Unis, les forces armées chinoises ont envahi le Vietnam. Les circonstances de la mort de Malcolm Caldwell n'ont jamais été éclaircies. À SOAS, on se sentait au centre de tous ces événements majeurs. Si on invitait un homme politique, un parlementaire, voire un ministre, à venir nous parler, il venait.
L'ambassade de Chine était à 15 minutes à pied de l'école. Le vendredi soir, l'un de nous allait à pied à l'ambassade chercher des films à projeter. Et c'est comme cela que nous avons vu tous les opéras révolutionnaires de la période. Comparé à l'ENALCO, SOAS était une petite école avec un recrutement restreint. Il n'y avait que 1000 étudiants, licence, master et doctorat confondus. Mais on n'était jamais plus de 400 à la fois en résidence à Londres. Tout se débattait dans les locaux. On venait de partout pour assister à des débats sur les coups d'État en Thaïlande ou l'apartheid en Afrique du Sud. Il y avait souvent des confrontations entre les pro- et anti-israéliens, des manifestations contre le Shah d'Iran et puis plus tard contre l'Ayatollah. L'école était un véritable nid de militants et, soyons francs, d'espions de tous bords. En revanche, et de nos jours cela semble inimaginable, il n'y avait pas d'étudiants de Chine populaire. Il y avait quelques étudiants chinois éparpillés dans d'autres écoles à Londres, mais ils étaient contraints à habiter dans des dortoirs dans les locaux de l'ambassade. Je me souviens bien d'une occasion en 1976 où une de nos professeurs avait invité 3 étudiants chinois à boire du thé avec nous chez elle. On était 6, nous et 3 étudiants chinois assis dos au mur et face à face dans une petite pièce. La conversation ne se trouvait même pas difficile, la conversation se trouvait impossible. Aucun étudiant chinois n'osait parler devant les autres. Et pour cette raison, à l'époque, mes interlocuteurs étaient plutôt des étudiants taïwanais. Et puis, au bout d'une licence en 4 ans, et grâce à un nouveau tournant géopolitique, j'ai pu partir en 1979 étudier à Bédar, à l'université de Pékin. C'est là que j'ai entamé mes recherches sur le poète Dai Wangshu, et ainsi que j'ai découvert l'histoire de l'Institut franco-chinois, où Dai avait été pensionnaire. En 1981, j'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec Lord Agang, grand professeur de français à la retraite. Il habitait une petite maison à Béda, où je lui ai rendu visite le 6 juillet 1981. Il avait été le compagnon de chambre de Dai Wangshu à l'Institut franco-chinois. Sa thèse, La double inspiration du poète Bourdieu, se trouve dans les archives de l'Institut. Il m'a permis d'enregistrer notre entretien. C'est une rencontre précieuse qui m'a permis de suivre multiples pistes concernant la vie de Dai Wangshu. L'ami de Dai Wangshu, l'écrivain moderniste Xu Zhetsun, n'a jamais mis les pieds en France. Il n'est jamais sorti de Chine, mais soutenait financièrement le séjour de son collaborateur en France. Lorsqu'il m'a reçu à Shanghai, il m'a prêté la correspondance entre Ethiomble et Dai Wangshu. Aujourd'hui tombé dans l'oubli, René Ethiomble, pendant 40 ans, était une des figures principales des lettres françaises et spécialiste de littérature comparée. Dai Wangshu le voyait chaque fois qu'il montait à Paris. Ethiomble était chargé de préparer avec Dai Wangshu un numéro spécial de Commune, consacré à la Chine révolutionnaire. L'organe mensuel de l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires, Commune était étroitement lié à la direction du Parti communiste français. Dai a contribué des traductions de récits de Jiang Tianyi et de Ding Ling à ce numéro spécial. C'était à cause de son admiration pour l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires en France, qui croyait plus ouverte que la Ligue des écrivains de gauche en Chine, qui s'est retrouvé en situation de polémique avec le grand écrivain Lucian. Selon Lucian, quelle que fût la situation en France, la situation en Chine était totalement différente. En Chine, une littérature de lutte émergeait, une littérature d'une nouvelle classe. C'était une époque de guerre et de lutte des classes. Et il était tout simplement illusoire de penser pouvoir transcender les classes en vivant dans une société de classe.
de penser pouvoir être indépendant en vivant en temps de guerre et de créer la littérature de l'avenir en vivant dans le présent. Comme nous le savons, quelques années après, en 1936, Lucian est mort. Mais même des décennies plus tard, l'influence du grand homme se faisait toujours sentir. À Shanghai en 1982, je suis allé interviewer Xu Zhetsun. Il me permettait d'enregistrer nos conversations. Mais le jour où j'ai posé une question sur ses rapports avec Lucian, il m'a demandé d'éteindre le magnétophone avant de poursuivre et répondre à ma question. La révolution culturelle était derrière nous, mais la méfiance demeurait. Dans ces années-là, j'ai eu également la grande chance de connaître l'abbé Dupré, qui, jeune prêtre, animait un foyer pour les étudiants de l'Institut à Lyon. Devenu ami de Lord Dagang et de Dai Wangshu, avec qui il parlait de peinture occidentale, Dupré et Dai visitaient ensemble les musées d'art de Paris. Le début des années 80, c'était le moment ou jamais pour aller à la rencontre de ceux qui avaient connu et fréquenté l'Institut. Après s'être s'intéresser à l'Institut depuis 45 ans, qu'est-ce qu'il reste à dire? Quelles perspectives nouvelles peut-on apporter? Car même si les acteurs historiques restent les mêmes, nos perspectives critiques ont peut-être changé. De plus, pendant ce laps de temps, l'intérêt des autorités chinoises pour l'Institut et pour son fonds documentaire n'a cessé de croître. Un intérêt qui va de pair avec une vision de plus en plus nationaliste de l'histoire du XXe siècle, doublée d'une volonté de contrôler le récit. Pour être juste, depuis une vingtaine d'années, de nombreux intérêts ont cherché à exploiter les vestiges de l'Institut. Mais revenons sur le contexte historique de l'Institut et sur les intentions de ceux qui ont facilité l'établissement de l'Institut pour accueillir des étudiants chinois d'élite afin qu'ils bénéficient des connaissances et des techniques occidentales. Au moment de la création de l'Institut, l'Occident n'était pas un concept neutre. En ces temps coloniaux, beaucoup voyaient l'Occident menacé. Il fallait le défendre et inculquer à ceux qui n'avaient pas la chance d'être nés français le sens de la civilisation occidentale et de l'universalisme français. Car mis en avant et défendu par le nationalisme d'extrême droite de l'époque, l'Occident, dans l'imaginaire dominant français, consistait en un projet civilisateur et impérialiste. Juste avant la fondation de l'Institut en 1921, la conférence de paix de Versailles avait démontré que le salut des contrées non occidentales passait par le sentier nationaliste. Car Versailles avait refusé aux pays asiatiques et africains leur autonomie. À Versailles, il n'était pas question de concéder l'autodétermination à des non-blancs. Si le Japon, en tant que pays vainqueur, peut obtenir sa part du butin, c'était tout simplement en raison de sa force militaire et industrielle. Cette leçon ne fut pas perdue pour l'élite chinoise. La démonstration était claire. La seule piste à suivre consistait en l'émulation des États-nations occidentaux, l'industrialisation et le capitalisme, même étatique. En Occident déjà, comme Frank Furedi nous rappelle, l'association du nationalisme avec la modernité était profondément ancrée dans la mentalité occidentale. Sur la base de l'expérience européenne et de l'expérience américaine, les révolutions nationales du XVIIIe et XIXe siècle avaient marqué l'entrée de l'Occident dans l'ère du capitalisme moderne. Sur la base de cette expérience, le nationalisme ne pouvait pas être rejeté par les penseurs occidentaux, puisqu'il était identifié comme la manifestation la plus significative de la modernité. L'impérialisme ne pouvait pas, sans renoncer à sa culture propre, celle de la modernité, s'attaquer aux prétentions du nationalisme. L'accord de paix signé à Versailles avait clairement montré aux intellectuels de Chine l'intention des puissances étrangères de resserrer leur emprise colonialiste sur le pays. En même temps, le modèle de la voie nationaliste de la modernisation était réaffirmé.
C'était dans ce contexte historique et idéologique que l'Institut a ouvert ses portes. 10 ans après, à mi-parcours de la vie institutionnelle de l'Institut, l'exposition coloniale de Paris en 1931 au bois de Vincennes est venue renforcer cette ambiance idéologique dominante. Il s'agissait d'une vision d'empire largement partagée qui ne voyait pas d'opposition entre l'universalisme à la française et la mission civilisatrice. Aucune contradiction est appréhendée par ceux qui maintiennent cet imaginaire. Comme nous apprend le travail de Sandrine Lemaire et ses collègues, la mission civilisatrice était présentée comme une condition essentielle de la puissance et du rayonnement de la nation. Dans le système scolaire, les grandes expositions coloniales, les milliers de conférences données par les associations coloniales, les articles de presse rédigés par la plus grande partie des intellectuels et publicistes du temps, comme l'action des cinéastes ou des artistes qui contribuent à créer un bain colonial omniprésent. Bien plus tard, après que l'Institut a fermé ses portes et lorsque la conclusion de la guerre d'Algérie a annoncé la fin du colonialisme classique et avec lui le rêve de la Grande France, le néocolonialisme s'est installé à sa place. Depuis lors, on travaille pour gagner et garder les pays subalternes dans l'univers culturel de la France. La France-Afrique est l'œuvre de cette approche poursuivie par Mitterrand et Chirac, entre autres. Le projet de l'Institut, conçu du côté français, constitue en embryon ce projet néocolonialiste qui veut, comme on dit en anglais, gagner the hearts and minds, le cœur et l'esprit de l'élite d'une nation. Mais là encore, il faut se ressaisir et analyser le récit trop simpliste, car la réalité n'est pas d'influencer l'existant, mais de participer à la création, à la construction et à l'imagination de ces nations. Rappel et leçon du début des années 1930. Une grande nation est une nation impérialiste à l'instar de la France. Et les pays tels l'Italie qui entretiennent des projets colonialistes ne peuvent être condamnés. Ils doivent même être encouragés. Car logiquement, si on a une vision de la grandeur de la France basée sur sa mission civilisatrice, comment ne pas soutenir les ambitions d'Italie en Afrique? Je veux maintenant en venir à la discussion de la décolonialité. Être anticolonialiste lorsqu'on a été colonisé est facile à comprendre, mais la décolonialité est autre chose, plus compliqué. Pareillement, en tant que chercheur basé en Occident, condamner le colonialisme est chose aisée. Penser comment nous pouvons aider à le défaire est autrement difficile. Trois questions principales devraient nous préoccuper lorsque nous, chercheurs, tentons de réfléchir au fait décolonial en relation avec la Chine et le monde sinophone. En prenant l'Institut comme objet d'étude, certaines de ces préoccupations prennent une envergure encore plus frappante. Tout d'abord, l'héritage de l'orientalisme et de la sinologie ou du China watching, à travers lesquels la Chine est considérée comme un objet et un espace d'où les Chinois sont largement absents et, en tout état de cause, n'ont que peu d'influence. Deuxièmement, la domination persistante en Occident d'observateurs, d'érudits et de conservateurs blancs dans la narration et la présentation de la Chine et de la Sinité et l'absence relative, historiquement, d'acteurs chinois. Et troisièmement, la préférence et la priorité accordée aux Chinois authentiques par rapport au local, à l'hybride et au diasporique. Ces différentes manifestations du contrôle du récit, de la vue d'ensemble, ont été omniprésentes non seulement dans les textes écrits, mais aussi à l'écran et sur scène, dans les galeries et les musées, partout où la Chine et les Chinois doivent être racontés ou montrés. Au-delà de la bibliothèque, dans le monde de l'art et de l'archéologie, un mélange enivrant d'érudition, de la culture de connaisseurs, d'exposition ostentatoire et n'oublions pas d'argent,
les problèmes de narration et d'exposition sont exacerbés et mis en évidence. Il y a ici des questions beaucoup plus vastes sur le colonialisme et sur la manière de décoloniser les structures et les mentalités colonialistes existantes. Mais de poser ces questions, d'entamer des autocritiques ou juste parler de la décolonialité, juste aujourd'hui, en 2025, est devenu une chose osée. La décolonisation territoriale a toujours été mal digérée en France. Aujourd'hui, la décolonisation de l'esprit, encore plus. Diverses articulations de la décolonisation sont actuellement promues ou décriées. Une partie du projet populiste d'extrême droite, qui a rapidement gagné du terrain dans le monde entier, est l'assaut contre les politiques dites woke. Au départ, le terme woke était simplement un usage afro-américain qui signifiait être conscient de l'injustice sociale et politique. Dans les années 2010, ce terme est utilisé négativement pour décrire ce qui ne prônait pas seulement la justice sociale, mais aussi des positions anticolonialistes, antiracistes et favorables à la tolérance à l'égard du pluralisme sexuel et de genre. Dans les années 2010, sans savoir qu'ils sont woke, les gens se réveillent un beau matin woke, parce qu'on a décrété qu'ils sont. Dans les cercles universitaires, en particulier en France, où les valeurs dites universelles dominent le monde politique et scientifique, ceux qui cherchent à remettre en question les idéologies colonialistes, orientalistes et autres idéologies structurellement racistes sont souvent taxés d'islamo-gauchistes. L'accusation sous-jacente est que chercher à nuancer ou à remettre en cause l'universalisme ancré dans le déni de la question fondamentalement colonialiste de l'attitude passée et présente de la France à l'égard du monde non blanc équivaut à prôner des attaques islamistes contre la République française et ses valeurs. Toujours dans le domaine de l'étude universitaire de la Chine, l'accusation fait écho à une vieille affirmation de gauche selon laquelle certains, comme moi, ne comprennent pas la réalité parce que nous nous concentrons sur le culturel, c'est-à-dire le non matériel, l'imaginaire et le discours, alors que ceux qui portent l'accusation sont des réalistes qui se basent sur l'économique et le matériel. Pourtant, dans la représentation de la Chine et des choses chinoises par les institutions et les universitaires blancs occidentaux, il reste un problème d'une certaine ampleur qui n'a pas été abordé de manière adéquate. La campagne contre les prétendus woke en France a été promue par la droite et est notamment devenue le cheval de bataille de l'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls, qui se pose en champion de la laïcité française. Dans les milieux universitaires, Walter Mignolo et la vision latino-américaine de la décolonisation ont été les principales cibles, avec plusieurs attaques récentes lancées contre la décolonialité latino-américaine, où cette dernière représente métonomiquement la pensée décoloniale en France. Les questions majeures de la politique française, et en particulier la position des sujets français postcoloniaux en France métropolitaine, ou dans les départements et territoires d'outre-mer encore colonisés de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Nouvelle-Calédonie Kanaki, de la Réunion ou de Mayotte, deviennent ainsi des sujets tabous. Emmanuel Macron, suivant cette tendance idéologique, en réaction à plusieurs pays africains demandant à la France de retirer ses troupes, a accusé début 2025 les pays africains d'ingratitude. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci, dit-il. Cette position idéologique a été confortée par la nomination de Manuel Valls au poste de ministre des Outre-mer, chargé des anciennes colonies de la France dans le monde. Dans les études chinoises, où l'idéologie sinologique a encore une certaine emprise, comment les 500 dernières années de l'histoire de ce que l'Occident a appelé la Chine
peuvent-elles être abordées de manière adéquate sans être confrontées à l'histoire de l'impérialisme et du colonialisme? En effet, l'histoire de ce que l'Occident a appelé la Chine à partir du XVIe siècle et de l'État qui a émergé d'abord dans l'imaginaire, puis en tant qu'institution politique dans ce qui est aujourd'hui la Chine, est d'abord celle d'une colonisation à la fois matérielle et intellectuelle, puis celle des tentatives locales de décolonisation qui ont eu lieu à partir du milieu du XIXe siècle. En effet, au même niveau, l'histoire du dernier siècle et demi de la création de l'État-nation chinois est l'histoire d'une tentative de décolonisation qui a échoué. L'émulation intrinsèquement vouée à l'échec de l'Occident, qui était à la fois un épouvantail et un modèle utopique. Pour décoloniser, pour se libérer de la domination politique et économique de l'Occident, la voie choisie de la souveraineté de l'État-nation, comme nous avons vu, est le cas pour de nombreux mouvements de libération après la Première Guerre mondiale. Cela signifiait que la tâche de l'occidentalisation devait d'abord être accomplie. Cela s'est traduit par l'émulation autodestructrice d'un Occident perçu de manière contradictoire depuis lors jusqu'à aujourd'hui, à la fois comme une invasion démoniaque et comme un grand dessein utopique, qu'il s'agisse de la démocratie à l'américaine ou de l'utopie marxiste-léniniste. Ma propre vision du XXe siècle chinois, que mes détracteurs qualifieraient de culturaliste, ne cherche pas à remettre en cause la centralité des questions politico-économiques dans l'histoire récente de la Chine, mais elle entend mettre en évidence le fait que dans le processus d'édification et de consolidation d'une nation, tant de choses dépendent de la construction culturelle et idéologique et que l'importance de ce que Marx appelait classiquement la superstructure de la culture et d'autres institutions non matérielles était aussi grande que la base économique. En disant cela, nous n'avons pas l'intention de défendre les tentatives de Mao Zedong et de ses disciples de faire de l'idéologie et de la culture des valeurs suprêmes. Il s'agit plutôt d'illustrer le pouvoir de l'idéologie pour motiver l'intelligentsia chinoise et l'importance historique de cette perspective culturaliste dans son imaginaire intellectuel. À qui appartient l'héritage de l'Institut franco-chinois? Je ne parle pas forcément du fonds documentaire qui appartient sur le plan juridique à l'Université Jean Moulin. Je veux plutôt demander s'il y a une entité politique qui a le droit sur le plan moral à s'emparer de l'Institut franco-chinois en tant qu'imaginaire. L'Institut se trouve en France, mais pendant de longues années de son histoire, son existence a intéressé peu de monde. Depuis une vingtaine d'années, des politiciens ont compris la valeur immatérielle de l'Institut au jeu des autorités et des chercheurs chinois. Mais est-ce que la valorisation de l'Institut se trouve dans une nationalisation de la mémoire de l'Institut par l'État chinois d'aujourd'hui, la République populaire de Chine, établie alors que l'Institut avait fermé ses portes? Est-ce qu'une mémoire et un imaginaire appartiennent à un État, ou plutôt à une communauté plus diverse, plus fragmentée? Est-ce que nous pouvons même parler d'appartenance? C'est tout le problème du colonialisme et de la décolonialité. Décoloniser ne peut simplement se résumer à restaurer ce qui a été colonisé à une entité qui existait avant. Souvent, ces entités n'existaient pas. Et les nouveaux États qui ont émergé pendant la deuxième moitié du XXe siècle sont eux-mêmes le produit du colonialisme, les fruits de la logique de Versailles. Il y a des cas qui semblent simples. Pour décoloniser, il faut juste rendre ce qu'on a volé aux propriétaires, n'est-ce pas? Les marbres du Parthénon, par exemple, les sculptures de marbre du Parthénon à Athènes, que Lord Elgin fit enlever en 1801, lorsque Athènes faisait toujours partie de l'Empire ottoman, et qui par la suite ont été vendus au British Museum à Londres en 1816. Qu'on restitue les marbres et qu'on tente de conserver ce lieu d'importance pour l'humanité semble
une évidence. Que ces membres appartiennent pas aux British va de soi. Mais peut-on les remettre en place sans les nationaliser, sans qu'ils ne deviennent des objets fétiches dans un récit d'un État-nation grec moderne qui n'a vu le jour qu'en 1830? On rend les membres à qui alors? Au peuple grec? Mais comment se constitue ce peuple? Et sont-ils les uniques héritiers de ces membres? Pareillement, les trésors enlevés par le fils de Lord Elgin, Thomas Bruce, qui a ordonné le sac et la destruction du palais d'été à Pékin par des troupes anglaises et françaises. Certes, les objets dérobés n'ont pas leur place dans des musées d'Europe, mais vers où et à qui devraient-ils être restitués? Bien sûr, les autorités culturelles actuelles, et sans doute la vaste majorité des citoyens chinois d'aujourd'hui, diraient que ces objets appartiennent à la Chine. Mais n'oublions pas que, tout comme la Grèce ou les Ottomans, au XIXe siècle, ce pays que les Occidentaux appelaient la Chine n'existait pas en tant que tel. Le palais d'été était le palais des Mandchous, la maison régnante de l'État Qing. Sur le plan juridique, la Chine aujourd'hui est l'héritière de la République de Chine, qui elle-même était l'héritière de la plupart de l'espace occupé par les Qing sur le plan juridique. Je ne fais pas ici l'apologie du sauveur blanc. Je veux simplement mettre en avant le degré d'implication des États d'aujourd'hui souverains dans la logique et les procédés d'une démarche historiquement colonialiste, nationaliste. En ce qui concerne le syndrome ou le complexe du sauveur blanc, ceux d'entre nous qui ont travaillé pendant de nombreuses années dans le domaine des études littéraires et culturelles de la Chine moderne se sont heurtés à un dédain pour la réalité chinoise contemporaine et une vénération presque obsessionnelle du passé, même si ce passé a été encadré et construit en Europe, en Amérique et au Japon. Il fallait s'y attendre. La sinologie classique est une branche de l'orientalisme. Pourtant, ceux d'entre nous qui travaillent sur la culture chinoise du XXe siècle travaillent-ils comme les sinologues purs et durs, dans l'ombre de la destruction? Alors que ceux qui s'intéressent à la Chine ancienne se préoccupaient de leurs os oraculaires, de leurs artefacts artistiques, nous, les modernistes, avions les mêmes préoccupations quant à la préservation de nos objets d'étude. Nous, les modernistes, avions également hérité du trait d'arrogance de la tradition de l'orientalisme. Et nous souffrions aussi du complexe du sauveur blanc, croyant en quelque sorte que nous étions les gardiens des textes de la culture chinoise, les protégeants de la barbarie, défendant les libertés des écrivains et menant une croisade contre la censure. C'était particulièrement le cas pendant et après la révolution culturelle de 1966 à 1976. Une révolution qui a donné lieu à de nombreuses destructions d'objets et de textes, ainsi que de nombreuses violences à l'encontre des intellectuels. Le sauve-qui-peut blanc était donc une mentalité dans laquelle il était facile de glisser et dont il était difficile de se défaire. Qui, alors, a son mot à dire sur la manière de présenter la Chine et la sinité? Qui est autorisé à parler des choses chinoises? Qui est légitime pour le faire? Permettez-moi de préciser immédiatement que je ne suggère pas une sorte de color ou barrière de couleur qui empêcherait les Blancs de parler de la Chine et des Chinois. Les gens n'affichent pas dans leur physionomie les origines, leur trajectoire personnelle ou leur investissement dans la décolonisation du savoir. Et ce n'est pas non plus parce que quelqu'un a l'air chinois, ce qui devrait être évident, qu'il sera libéré d'une perspective blanche dominante. En effet, l'un des piliers du projet colonial était et reste ce que Bourdieu, faisant allusion à Max Weber, a décrit comme la domestication du dominé. Cependant, les universitaires,
conservateurs et experts blancs, doivent faire face à une dure réalité. Nous gagnons notre vie, nous bâtissons nos carrières en encadrant et en représentant l'autre chinois. Et nous sommes donc obligés de nous interroger sur la manière dont nous le faisons et sur l'autorité dont nous disposons pour le faire. Poser ces questions est la première étape pour reconnaître le problème de l'érudition blanche, souvent innocente et non réfléchie. Cela aussi fait partie de l'héritage du colonialisme. Comme l'a fait remarquer le théoricien Stuart Hall, la condition de postcolonialité nous affecte tous, quelle que soit notre couleur. Et en ce moment postcolonial, les sensibilités du colonialisme sont encore puissantes. Nous sommes, dit-il, ses héritiers. Nous vivons encore dans ces terribles séquelles. Il ajoute, le colonialisme persiste malgré le faisceau d'apparence illusoire du contraire. Nulle part ailleurs, le cas n'est plus frappant qu'en France, où le mirage de l'universalisme français obscurcit et nie les demandes de confrontation avec l'injustice colonialiste persistante. Je vous remercie de votre attention et au revoir.